Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sciences et Fiction, aujourd'hui consacré à Arthur Charles Clarke. Né le 16 décembre 1917 au Royaume-Uni, Arthur C. Clarke est un auteur de science-fiction ayant marqué durablement la littérature, mais aussi le cinéma. Je vous propose donc aujourd'hui de revenir sur la vie d'un des plus grands auteurs du XXe siècle. De formation scientifique, Arthur C. Clarke intègre la Royal Air Force durant la Deuxième Guerre mondiale et travaillera sur le perfectionnement du système radar. Après la guerre, il sera président de la British Interplanetary Society, une société à but non lucratif dont le siège est situé à Londres et qui a pour objet la promotion de l'astronautique et la conquête de l'espace. Il abandonnera ses activités scientifiques et se consacrera entièrement à l'écriture en 1951. C'est dans 1968 qu'il rencontrera un succès mondial grâce à la parution d'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce roman est basé sur la nouvelle La Sentinelle qu'il avait écrite en 1948 et que le réalisateur Stanley Kubrick portait à l'écran. La rencontre entre les deux hommes à ce moment-là aboutira sur un travail conjoint d'écriture du roman et du film, l'un nourrissant l'autre et vice-versa. Roman comme film connaîtront un énorme succès à travers le monde et deviendront de grands classiques. Dans ce roman, Arthur C. Clarke aborde des thèmes qui lui sont chers, tels que l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle, la rencontre avec une intelligence extraterrestre. Afin d'être le plus réaliste possible, il sollicitera les spécialistes de la NASA en ce qui concerne l'exploration spatiale, mais aussi les grands noms de l'informatique de l'époque, travaillant sur l'intelligence artificielle. Ainsi, HAL 9000, le Heuristically Programmed Algorithmic Computer, baptisé en français Carl 500, cerveau analytique de recherche et de liaison, qui est le supercalculateur gérant le vaisseau spatial du roman, est à l'heure actuelle une intelligence artificielle encore tout à fait crédible sur un plan scientifique. Arthur C. Clarke transformera par la suite son roman d'anticipation en un cycle, en écrivant une suite en 1982, 2010, Odyssée 2, adapté au cinéma 2 ans plus tard par Peter Iams. Puis en 1988, il écrira 2061, Odyssée 3, pour finir en 1997 par 3001, l'Odyssée finale. Ce roman marquera durablement la science-fiction, et lorsqu'en 2007 la sonde Cassini survolera Japet, l'un des satellites de Saturne, Arthur C. Clarke y verra une référence à cette œuvre phare qu'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Un autre cycle majeur de l'œuvre de Clarke est le cycle parlant de Rama. Dans ce cycle, Arthur Clarke aborde à nouveau le thème du contact avec une culture extraterrestre. En effet, un vaisseau extraterrestre baptisé Rama va traverser le système solaire. Et un équipage, l'Endeavour, sera chargé d'entrer en contact avec ce vaisseau. Il s'agira du premier rendez-vous de l'humanité avec une intelligence extraterrestre. Le tout premier roman du cycle, Rendez-vous avec Rama, a été publié en 1973 et a reçu moult prix. Le prix Nebula et le prix Locus du meilleur roman, le prix British Science Fiction et le prix John Wood Campbell. Par la suite, Arthur Clarke écrira 3 romans, transformant ainsi Rama en un cycle, roman écrit en collaboration avec Gentry Lee. Ce qui est toujours impressionnant dans l'œuvre d'Arthur Clarke, c'est sa précision et sa rigueur scientifique. Il est la quintessence de l'auteur de hard SF, c'est-à-dire que ses romans sont basés sur les données scientifiques du moment. Arthur Clarke a d'ailleurs lui-même contribué au progrès de la science, puisqu'en 1945, il a publié dans une revue scientifique le concept des satellites géostationnaires de télécommunications qui sont encore utilisés à l'heure actuelle. Les satellites géostationnaires sont donc des satellites dont la position par rapport à la Terre est fixe. Par exemple, un satellite géostationnaire positionné au-dessus de la France restera en permanence au-dessus de la France. Ce sont ces satellites qui permettent donc les télécommunications. Arthur Clarke va écrire
3 lois qui n'auront aucun lien avec les 3 lois de la robotique d'Asimov, dont nous avions parlé il y a quelque temps de cela. Ces 3 lois, en fait, auront un lien avec les sciences en règle générale. La première loi de Clarke est que lorsqu'un savant distingué mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. La deuxième loi de Clarke nous dit que la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Enfin, la troisième loi de Clarke annonce que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Effectivement, un homme préhistorique rencontrant des voitures pensera très certainement à de la magie, de même qu'un humain rencontrant une technologie extraterrestre très avancée envisagera une explication surnaturelle à ce à quoi il doit faire face. En 1998, la reine Elisabeth II anoblit Arthur Clarke, qui décédera le 19 mars 2008 à Colombo, au Sri Lanka, où il vivait depuis 1956. Son décès est dû à une attaque cardio-respiratoire. Malgré une poliomyélite, Arthur Clarke aura écrit jusqu'à la fin de sa vie. Son dernier roman, Les Premiers-Nés, écrit en collaboration avec Stephen Baxter, étant paru en 2008. Je laisserai le mot de la fin à Arthur Clarke, qui disait régulièrement que la vérité, comme d'habitude, sera encore bien plus étrange que ce que l'on peut trouver dans ses romans. Je vais donc vous lire un court extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était le propre du barbare de détruire ce qu'il ne pouvait comprendre, mais peut-être les hommes n'étaient-ils que des barbares comparés aux êtres qui avaient érigé les monolithes. Et d'où avaient-ils pu venir? De la Lune même? C'était tout à fait impossible. S'il y avait jamais eu la moindre trace de vie sur ce monde désolé, elle avait été détruite durant la période de formation des cratères, quand la surface avait été chauffée à blanc. De la Terre? Hautement improbable, mais pas impossible. Mais une civilisation terrestre avancée, peut-être non humaine, au Pléistocène, aurait laissé d'autres traces de son existence. Nous les aurions découvertes bien avant de débarquer sur la Lune, se dit Floyd. Cela laissait 2 possibilités, les autres planètes et les étoiles. Pourtant, l'évidence était contre la présence de la vie, de toute forme de vie dans le système solaire, en dehors de la Terre et de Mars. Les mondes intérieurs étaient trop chauds, ceux de l'extérieur trop froids, à moins de descendre à des profondeurs où la pression atteignait des centaines de tonnes au centimètre carré. Alors, les visiteurs étaient peut-être venus des étoiles, ce qui paraissait encore plus incroyable. En levant les yeux vers les constellations, Floyd se rappela combien de fois ses collègues avaient prouvé l'impossibilité des voyages interstellaires. C'est donc la fin de cette chronique Science et Fiction sur Arthur Charles Clarke. Je vous remercie de votre attention et j'aurai le plaisir de vous retrouver le 2 novembre prochain dans la vie des livres.